Confluent avec Catherine Égaud et Mathieu Lavigne. Bonjour Catherine. Bonjour Mathieu. Aujourd'hui, Confluent rencontre la juriste Karine Miller, dont le parcours témoigne à la fois d'un engagement profond envers la justice et d'un attachement vivant aux savoirs autochtones. Membre de la nation Wendat, Karine Miller est professeure adjointe à la faculté de droit de l'Université de Montréal, experte en droit autochtone, en droit constitutionnel et en droits et libertés. Après avoir travaillé dans diverses structures étatiques et organisations autochtones, elle se consacre maintenant à la recherche et à l'enseignement. À l'Université de Montréal, Karine Miller a notamment mis sur pied le nouveau cours obligatoire Droit des premiers peuples, en réponse à l'appel à l'action 28 de la Commission de vérité et réconciliation. Un cours qui invite à repenser les fondements mêmes du droit à partir des traditions juridiques autochtones. Ces recherches portent sur la sécurisation culturelle, le consentement en contexte d'inégalité systémique et l'autonomie gouvernementale des Premières Nations. Très présente dans l'espace public, Karine Miller intervient régulièrement pour éclairer les débats juridiques qui touchent les peuples autochtones. Dans cette entrevue réalisée par Mathieu Lavigne dans les bureaux de notre invité à l'Université de Montréal, Karine Miller évoque son parcours, ses origines Wendat, les grands débats constitutionnels en cours et les défis d'une véritable transformation des institutions dans une optique de décolonisation. Professeur Karine Miller, Kwekwe. Oui! Tiaouin Kiné de nous recevoir sur le campus de l'Université de Montréal dans votre bureau de la Faculté de droit. Merci de votre accueil. Tiaouin, merci à vous d'être là. Et Karine, sauf erreur, vous êtes, je crois, parmi les premières de votre famille à avoir un parcours universitaire, un parcours académique. Ça doit être pour vous une grande source de fierté. Oui, c'est une fierté, mais je dirais que c'est quelque chose à laquelle on était beaucoup encouragés par notre mère. Alors, j'ai une jeune sœur aussi qui est allée à l'université après moi et on était toutes jeunes. On avait une mère féministe qui souhaitait nous encourager aussi à dépasser ce type de barrière-là qui nous a vraiment Briser le plafond de soutenus. verre. Oui, briser le plafond de verre. Et je pense que pour des filles en particulier, avoir une mère qui agit comme un modèle féministe et qui nous encourage à aller au bout de nos rêves, qui valorise l'éducation. J'en suis très reconnaissante. Je pense que ça a été assez déterminant. Et Karine Miller, vous êtes membre de la nation Wendat. Vous avez grandi à Québec et non à Wendake. Oui. Je pense que c'est un détail important. Comment vous décririez votre rapport à la culture et à la langue Wendat? Oui, c'est une bonne question parce que, puis je le dis toujours à mes étudiants, nous, jeunes, on n'a pas été élevés dans la culture Wendat. Et ma mère n'avait pas le statut non plus. Hein. Elle avait perdu le droit au statut. On a retrouvé la possibilité de statut plus tard. Alors, ça a été tout un processus de reconnexion aussi. Et la culture, bien évidemment, ça devient très important. C'est un lien aussi. La langue, bon, j'ai fait un cours de base, mais je dois vous dire que, comme beaucoup d'ailleurs de personnes Wendat, je connais quelques mots, mais je ne parle pas la langue Wendat. Notre langue, elle est en revitalisation, mais c'est une grande fierté. Maintenant, elle est enseignée aussi aux jeunes, hein, même à l'école, à Wendake. Mais donc, je pense que ça rend encore plus sensible aussi aux enjeux de déconnexion que beaucoup de personnes ont pu vivre. Puis après, quand il y a des personnes qui elles, parlent vraiment leur langue Première Nation, leur langue autochtone, ça nous rend encore plus sensibles à l'importance, moi je parle du point de vue juridique aussi, mais de protéger le droit, de conserver la possibilité de parler sa langue, de pouvoir conserver le droit de l'enseigner également. Alors je pense que ça a suscité, ça a créé cette sensibilité-là chez moi. Est-ce que vous diriez que c'est un deuil pour vous à faire de ne pas parler de manière courante la langue Wendat?
D'une certaine manière, je pense qu'au départ, j'étais très motivée à vouloir... On l'est toujours au début d'un cours. À vouloir devenir très bonne. Bon, j'ai réalisé. Mais c'est merveilleux parce que c'est un lien quand même aussi avec tout un imaginaire, une culture, une langue. Bon, ensuite, j'ai dû me faire à l'idée que peut-être ma meilleure contribution à la nation, ça ne serait pas de devenir celle qui allait être l'experte dans la langue et l'enseigner. Ça nous amène dans l'humilité aussi à reconnaître à quel point ces savoirs-là, les personnes qui les enseignent, qui les ont toujours, les personnes qui sont porteuses de savoirs traditionnels, à quel point ça a une grande valeur. Et c'est là que je me suis plutôt tournée. Je me suis dit, moi, c'est quoi ma meilleure contribution, ce que je sais faire? Et c'est sur la question des droits, la question de la justice, en appui notamment aussi aux personnes qui ont ces savoirs-là traditionnels. Et comment, professeur Miller, comment arrive justement le droit sur votre radar? Parce que, je comprends que votre mère valorisait beaucoup les études, mais j'imagine que vous auriez pu étudier dans plein de disciplines. Pourquoi le droit? Depuis très petite, le droit, pas forcément que le droit autochtone, mais depuis très, très petite, cette quête de justice et de voir, j'ai toujours vu, vraiment jeune, le droit comme étant un outil aussi, peut-être comme fille, comme petite fille, après comme femme, comme un outil qui allait permettre d'aller vers la justice, un outil qui permettait une reprise de pouvoir dans un monde qui me semblait rempli d'injustices autour de moi. Et je me disais, comment on arrive à reprendre le pouvoir? C'est pas par la violence, ça sera pas par la force. Et je me disais, le droit, ça peut donner un pouvoir et de pouvoir agir. Oui, oui. Donc, ça a été le moteur et c'est toujours resté. Et après, d'ajouter à ça des questions autochtones, des injustices en contexte autochtone, ça se faisait naturellement parce que déjà, ce qui avait toujours été important pour moi, c'est les questions de justice sociale, de droits et libertés de la personne, d'autonomie. Alors, c'est tout interrelié, d'une certaine façon. Oui. Et Karine Miller, lorsque vous entendez le mot « justice », comment il résonne en vous, ce mot-là? Qu'est-ce qui monte en vous quand vous pensez au mot « justice » ? Je me dis qu'on en a tellement besoin en ce moment parce que les écarts sont grandissants. La justice, c'est plus que le droit déjà, le droit étant un outil majeur pour l'atteindre, mais je me dis qu'en ce moment, la justice, c'est l'égalité réelle entre les personnes, c'est l'équité. Et en ce moment, il y a tellement d'inégalités, des inégalités de richesse qui sont grandissantes. Des inégalités de pouvoir. On pensait dans les dernières années qu'on avait quand même bien cheminé pour lutter contre les discriminations de toutes sortes. Mais là, on voit des relents discriminatoires plus conservateurs, un retour vers l'affirmation d'un certain pouvoir qui est très, très genré, qui se localise auprès d'un certain petit groupe, une approche coloniale aussi. Alors, je me dis, c'est un combat toujours à mener, mais particulièrement en ce moment, on a besoin de défendre la justice. Karine Miller, après l'obtention de votre baccalauréat en droit à l'Université Laval, vous avez travaillé au bureau des plaideurs du ministère de la Justice du Québec. Puis après 5 ans, vous avez décidé de vous diriger vers une carrière universitaire. Qu'est-ce qui explique ce passage, si on résume, de l'avocate à la chercheuse ou de l'avocate à la professeure? Oui, en fait, l'avocate ne m'a jamais quittée. Elle est toujours. Oui, puis l'avocate plaideuse, je dirais, parce que c'est ça. C'est l'idée de défendre le droit à la justice. Au départ, c'est comme ça que je l'incarnais. Je me disais défendre le bien commun au nom du bien commun. C'est comme ça que je voyais mon travail. Et ensuite, j'ai voulu avoir plus d'autonomie, me dire, le bien commun, c'est de pouvoir être critique aussi à l'égard de l'État. Et je le suis beaucoup aujourd'hui. Oui. Alors, c'était une excellente école. Aujourd'hui, je le suis beaucoup. Le bien commun, c'est tout ça. C'est toutes les voix critiques. Et le fait de pouvoir être universitaire, c'est un pouvoir, encore une fois, mais c'est une responsabilité. C'est cette possibilité de pouvoir, de manière neutre, objective, sans justement dépendre du gouvernement, d'une entreprise privée, d'un groupe d'intérêt, poser ce regard et dire, voilà, comment je peux faire une analyse éclairée qui aide à faire avancer la connaissance, oui, pour le bien commun, mais pas seulement ça, comment je peux aussi prendre
part à des situations, des enjeux concrets, contemporains et dénoncer des injustices, prendre part à des débats, à des discussions pour expliquer parfois peut-être des enjeux complexes ou qui passent rapidement puis que les gens dans la vie de tous les jours, ils n'ont pas vu, ils n'ont pas eu le temps d'approfondir. Alors, c'est tout ça que ça permet de faire, d'être universitaire. Et on plaide encore des causes et ça s'ajoute, en fait, à l'ensemble des possibilités pour défendre la justice. Oui, ben oui. Et Karine Miller, vous participez activement au débat public, vous intervenez dans les médias. Je dirais que la plaideuse, justement, elle est peut-être aussi présente sur la sphère publique. C'est important pour vous, la prise de parole publique? Oui, ça l'est beaucoup en ce moment. Pendant plusieurs années, quand j'ai débuté le parcours comme chercheuse, j'ai pas forcément été présente sur la place publique. Pour moi, toute cette période-là de formation, de réflexion était très, très importante. Puis c'est revenu naturellement dans les dernières années face justement à des injustices bien concrètes et face au sentiment d'urgence de prendre la parole, de dénoncer, de contribuer au débat public. Puis oui, je le sens vraiment comme étant une responsabilité. Parce on parle souvent de liberté universitaire, mais c'est pas qu'une liberté, c'est une responsabilité. On est dans une position où on peut parfois dire des choses que d'autres ne pourront pas. Si leur employeur, c'est le gouvernement, si leur employeur, c'est une entreprise qui a certains intérêts sur une question, alors que comme universitaire, on peut intervenir de façon critique et utile. Et donc, je pense qu'il faut le faire justement parce qu'on a cette possibilité-là. Oui. Et professeur Karine Miller, un des mandats que vous avez reçus à votre arrivée au sein du corps professoral de la Faculté de droit de l'Université de Montréal, ça a été de créer un cours de droit autochtone, un cours d'ailleurs obligatoire pour les étudiantes et étudiants en droit à l'UDM. Quel est le principal objectif de ce cours? Oui, ça, c'est un beau mandat parce que c'est en réponse à la commission Vérité et Réconciliation. Donc, ça a fait 10 ans cette année que le rapport a été déposé. Et parmi l'ensemble des appels à l'action, on demandait en fait à ce que tous les étudiants en droit, les juristes au pays et ensuite ceux aussi qui vont pratiquer, notamment comme avocats, comme notaires, qui puissent avoir une formation de base déjà sur l'histoire du génocide des pensionnats. Qu'est-ce qui s'est passé au Canada? Parce que, souvent, l'histoire a été cachée. Le rôle du droit là-dedans aussi. C'est pas pour rien qu'on dit que ça devrait être obligatoire pour les juristes en particulier, parce que si on pense notamment à la loi sur les Indiens, c'est une loi. On a utilisé le droit, la loi de l'État pour mettre en place un régime très, très discriminatoire et le régime des pensionnats et le génocide. Donc, le droit a été utilisé à cette fin. Et ça, il faut le dire pour ensuite voir aussi comment on peut aller vers une déconstruction de ça. Toujours par le droit, toujours grâce au droit. Par le droit. Donc, ça, c'est une partie qui est très importante, mais aussi, avec la colonisation, on a imposé un certain droit, qui était un droit européen. Alors, il y a eu le droit français qu'on a toujours dans notre droit civil, par exemple en matière familiale au Québec, le droit anglais qu'on a toujours en matière publique, le code criminel, le droit constitutionnel. Mais on a imposé ça comme s'il n'y avait rien ici, cette fameuse théorie de « il n'y avait rien ici », on prend le territoire, mais on impose notre droit et on fait comme s'il n'y en avait pas. Alors qu'il existe aussi du droit des peuples autochtones eux-mêmes. Alors ça, c'est l'autre enjeu qui est très important, l'objectif très important du cours, c'est de déconstruire cette idée qu'il n'y aurait pas de droit autochtone. Il y en a. Et présentement, il est en résurgence, il est en reconnaissance de plus en plus au Québec, au Canada, qu'il s'agisse de la gestion du territoire, de la protection de la jeunesse, de l'éducation, de la culture. Alors, amener les étudiants à voir ça qui existe aussi du droit qui viennent des communautés. De plus en plus de profs de droit autochtone aussi. Oui. Vous, Cathy Bellefleur, Eva Ottawa. Oui. Donc, ça aussi, ça change aussi la dynamique dans les facultés de droit, là. Oui, ça change les dynamiques dans les facultés de droit. Et c'est un
c'est un positionnement politique en soi, hein, parce qu'on disait tout à l'heure, on parlait du rapport au fait d'être autochtone, la culture, et puis ça c'est une chose, mais le fait, je pense, le fait d'occuper un poste aussi qui est relié comme ça à une dimension qui est identitaire, en fait, pour moi, c'est davantage un positionnement citoyen et politique, plus. Parce que, moi, je ne suis pas une porteuse de savoir traditionnel, mais je suis une personne qui enseigne le droit, qui fait de la défense de droit, mais se positionner aussi comme ça dans notre enseignement et dans nos prises de position publiques avec cette identité, cette citoyenneté de faire partie d'une Première Nation, c'est une posture politique en soi. Juste ça, Oui. comme vous dites, c'est de dire, on est là Oui. dans l'institution, on est ici, puis ça l'amène à parler, en fait, pas pour soi, mais pour ce que ça représente. Oui. Moi, c'est comme ça que je le vois. Je le vois pas comme étant moi qui est là, mais comme étant... maintenant, il peut y avoir une voix des Premières Nations qui dit, les Premières Nations peuvent être là aussi. Oui, ça ouvre des possibles, là, dans le fond. Et même dans le cours, justement, de droit autochtone que vous avez créé, il y a une approche différente au niveau de l'évaluation, de la pédagogie. Ça aussi, c'est une façon d'autochtoniser la faculté de droit ou la pédagogie qui est utilisée. Parlez-nous un peu de cette approche qui est un peu différente quand même des autres cours. Oui, différente dans la mesure du possible, parce qu'on a une cohorte de... Ça reste une université. Ça reste une université. Puis on a la plus grande cohorte d'étudiants en premier cycle en droit au Québec. Alors, on en a 400 nouveaux étudiants à chaque année qu'on doit former avec ce cours. Alors, vous comprendrez qu'on ne peut pas arriver les 400 en communauté en autobus. Ça ne fonctionne pas comme ça. Non, effectivement. Donc, on doit adapter vraiment le programme. Donc, il y a une partie qui est peut-être un petit peu plus comme on s'imagine, là, un cours habituel, mais qui va porter aussi... Oui, qui va porter sur l'histoire, mais on est quand même dans une approche très, très critique, là, avec toute cette histoire dans la foulée du rapport Vérité-Réconciliation. C'est quand même un choc des idées en classe. Et déjà, ça permet, là, je me permets de le dire, parenthèse, je constate qu'encore aujourd'hui, nos jeunes qui arrivent du cégep, aujourd'hui encore, là, en 2026, parce que je l'enseigne cet hiver, il y en a plusieurs qui ont à peu près rien appris sur les peuples autochtones, là, ou pas grand-chose. Il y a quelques exceptions d'étudiants qui sont heureux de me parler d'initiatives personnelles d'enseignants-enseignantes. Mais sinon, les programmes obligatoires, ça reste encore extrêmement limité. Alors, oui. Puis nos étudiants, quand même, sont des étudiants qui sont allumés, qui sont... Non. Donc, vraiment, on voit qu'il y a comme un manque à combler. Donc, dans ça, c'est une première partie du cours où on fait une forme de rattrapage. Oui, c'est ça. Oui. Oui. Et ensuite, là, on a commencé la portion, là, justement, on aborde ensuite, là, je vous mentionnais, l'existence des traditions juridiques du droit dans les communautés mêmes, où on voit des exemples de différentes nations. Et là, on a commencé la période de la session où on apprend sous format de cercle de parole. Ah oui. Alors là, nos grands auditoriums de 80 étudiants, on les déconstruit dans des petits groupes de 20, des cercles de parole, où les étudiants sont amenés, là, ils ne font plus vraiment de la lecture, mais sont amenés à écouter des témoignages. Plus horizontal, comme façon de de faire. Personnes autochtones. Ils écoutent des témoignages, visionnent, sont à l'écoute sur des sujets comme les liens entre l'identité et le droit, la discrimination systémique, la justice réparatrice. Et donc, ils écoutent beaucoup de ces témoignages et ensuite, on est vraiment... c'est pas un enseignement que je dirige là, de manière linéaire, mais c'est vraiment l'ensemble du cercle des personnes qui sont amenées à contribuer sur ce qu'elles retiennent de ces témoignages-là. Et c'est tellement riche parce qu'à chaque fois, chaque étudiante a quelque chose de nouveau à nous amener, fait des liens parfois avec son propre vécu. On a des étudiants qui descendent aussi de d'autres nations dans le monde qui ont vécu des génocides. Montréal, c'est international aussi, donc des génocides, il y en a eu d'autres. Et c'est très, très riche. Donc, on a cette approche-là et au-delà d'étudier seulement aussi la dynamique de droit très rationnelle, on va vraiment aller regarder d'une manière holistique l'ensemble aussi des dimensions humaines interconnectées, à la fois émotionnelles, physiques, spirituelles. Comment nous, ça influence notre façon de comprendre les dynamiques et comment les témoignages qu'on entend, qu'est-ce que ces dimensions-là des personnes dans leur lien avec le droit, comment ça intervient. C'est un exercice de prise de conscience, finalement, par rapport à ces enjeux-là contemporains. Et je trouve ça magnifique parce qu'à chaque fois, là, j'ai encore eu des témoignages cette semaine d'étudiants qui m'ont dit, juste en écoutant ces témoignages-là pendant
discutant comme ça en cercle, j'ai appris plus que Oui. des années et des années dans mon parcours avant sur les questions autochtones. Ou des personnes qui disent « Ah, ben j'avais vu ça passer, Ouais, c'est tu sais, ça. la commission de vérité-réconciliation », mais je m'étais jamais vraiment arrêtée à prendre conscience. Là, ça descend de la tête au cœur aussi, là, Exact. quand on entend les témoignages comme ça. C'est ça. Quand je les invite, on fait pas ça habituellement dans une faculté de droit, C'est là, vrai, se hein? présenter Ouais, puis ouais. dire je vous invite à vous connecter à vos émotions, à ce que vous ressentez, votre dimension spirituelle. Et C'est vrai, hein? ouais. Ça donne le goût de s'inscrire au cours, en tout cas. Confluent rencontre Karine Miller. Professeur Karine Miller, j'évoquais un peu plus tôt votre présence sur la place publique. Vous contribuez à divers débats de société. Et ces derniers mois, je dirais plus encore ces dernières semaines, on a pu vous lire, vous entendre dans plusieurs médias au sujet du projet de constitution québécoise. Hein. Rappelons, c'est le projet de loi 1 déposé en octobre 2025 par le gouvernement de la Coalition Avenir Québec. Karine Miller, vous êtes très critique envers ce projet de loi. En quoi ce projet de constitution est-il, selon vous, et là je vous cite, une grave erreur juridique et historique? Ben déjà, on est vraiment plusieurs à le critiquer, ce projet de loi-là. Hein? Énormément d'organisations civiles, toutes les Premières Nations, les chefs aussi, hein, qui ont pris position très fermement pour demander le rejet du projet de loi. D'abord, c'est une erreur juridique parce que ce qu'on présente à la population, on dit que c'est pour améliorer l'autonomie du Québec, mais en réalité, ce qu'on veut essayer de faire, c'est de faire des modifications profondes à notre état de droit au Québec et plus particulièrement dans la protection des droits humains. Donc ça, c'est un élément majeur. Pourtant, même la Charte québécoise, hein, adoptée depuis les années 70, c'était un beau consensus légitime au Québec, une fierté, je pense, de protéger les droits et libertés de la personne. Et là, il y a des dispositions dans ce projet de loi-là qui permettraient là, de faire de la dérogation au droit à la norme plutôt que l'exception. Alors, il y a une disposition qui nous dit même là, qu'on pourrait déroger au droit sans même contextualiser à l'Assemblée nationale pourquoi et sans le justifier. Là, ça nous ramène à une logique là, d'avant la Deuxième Guerre mondiale, là, d'il y a 100 ans. Là. C'est du jamais vu. Et il y a une disposition aussi, et c'est celle-là qui est très, très contestée là, par maintenant plus de 500 organisations civiles, qui veut empêcher toute organisation, alors ça c'est vaste, là, toute organisation qui recevrait des fonds publics ou perçus via une loi du Québec. Donc, c'est-à-dire, par exemple, cotisation syndicale, un syndicat, cotisation professionnelle, un ordre professionnel, taxes scolaires, les commissions scolaires, les universités, etc., les municipalités, taxes municipales. Bon, vous voyez, donc ça vise très, 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 très large. Toute organisation communautaire, même la Commission des droits de la personne, ne pourrait plus aller devant les tribunaux pour contester la constitutionnalité de certaines lois qui auraient été mises à l'abri au nom de l'intérêt supérieur et de l'autonomie du Québec. Et donc, serait privé même de la possibilité de poser la question à un juge. Est-ce que ça, c'est légal, ce que le gouvernement vient de faire? Donc, cette idée du contre-pouvoir, ça ne veut pas dire que lorsqu'on pose la question, on a raison, mais on doit pouvoir, comme société, comme citoyen, questionner, pouvoir avoir un lieu, c'est ça, un contre-pouvoir où on pose la question, parce que sinon, qu'est-ce qui nous met à l'abri d'abus incroyables? Mm-hmm. Alors ça, c'est ce qui est très, très grave de façon générale, au niveau des droits de la personne et des contre-pouvoirs de notre démocratie, je dirais. Hein? Mm-hmm. L'idée de la démocratie, c'est ça, c'est qu'il y ait différents pouvoirs. Possibilité de critiquer et de questionner. Oui, on ne peut pas critiquer, que ça s'appelle un monarque officiellement ou pas, ça devient un peu ça. Là. C'est une concentration des pouvoirs. Hein? C'est ce qu'on a rejeté depuis longtemps dans nos sociétés démocratiques. Alors, ça, c'est déjà un gros problème avec le projet de loi. Mais en plus, erreur juridique et historique dans le rapport avec les peuples autochtones, les Premières Nations inuites, parce que là, c'est très grave. En 2025-2026, on veut imposer une constitution
qui n'a pas été discuté, élaboré du tout avec les peuples autochtones, alors qu'aujourd'hui, on reconnaît bien là, la souveraineté qui était préexistante des peuples autochtones. On n'est plus en 1800, là. Donc, c'est un geste colonial très, 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 très fort qui surprend aujourd'hui. À l'époque, 1867, de la création du Canada, bon, c'était des choses qui se faisaient, là. Bon, mais là, les droits, les peuples autochtones ont été reconnus depuis. On est dans une période où, disons, on essaie de se diriger vers une réconciliation. Depuis les années 80, la Constitution écrite canadienne reconnaît les droits constitutionnels autochtones issus de traités ancestraux. On est même dans la mise en œuvre de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Oui. Donc, on est rendu complètement ailleurs. On n'est plus en 1800. Donc, arriver avec une approche si passéiste, c'est quand même assez grave. Bon, déjà parce que c'est une négation, voire une invitation à la violation des droits des peuples autochtones. Mais en plus, au niveau de la légitimité et au niveau des liens, au niveau de nos rapports de vivre ensemble, entre le Québec et les peuples autochtones, qu'est-ce que ça signifie que de faire ça? C'est violent, en fait. Je pose mes mots, mais c'est une forme de violence. Parce que c'est reçu comme ça en milieu autochtone. Oui, absolument. Entre autres en milieu autochtone. Oui. C'est une forme de violence et je ne pense pas, en fait, que ça reflète réellement là où les Québécois en sont rendus avec les peuples autochtones. C'est ça. Non. Je pense pas là, que la majorité des Québécois souhaitent ça, une forme de recolonisation de cette nature-là, non. Et Karine Miller, en entrevue, vous soulignez le fait que le Québec a tout à fait le droit de se doter d'une constitution. Malgré vos critiques du projet de constitution actuel, vous ne remettez pas en question ce droit-là. Quelles seraient les conditions pour qu'une constitution québécoise soit bien reçue du côté autochtone? Oui, bien, c'est ça. En fait, il n'y a rien qui empêche, justement, d'avoir un document qui unirait les différentes composantes de la société, puis incluant aussi les peuples autochtones qui ont des droits spécifiques. Mais déjà, le processus, c'est pratiquement, sinon plus important que le résultat. Si on pense aux grands processus constituants dans le monde, l'idée, c'est de rassembler les gens vers une fierté, des valeurs communes, un projet de vivre ensemble. Dans ce cas-ci, en contexte autochtone, un projet qui nous permet de cohabiter sur un même territoire tout en ayant des droits de gouvernance qui sont propres aux peuples autochtones, qui peuvent être propres au Québec aussi. Et donc, cette idée du processus constituant, c'est de nous unir et non pas de diviser. Alors, donc déjà, la première chose à faire, c'est d'avoir cette approche rassembleuse, c'est de construire avec les gens et avec les peuples autochtones, mais avec les Québécois aussi, là, parce que là, ça n'a pas été construit par personne publiquement, là, en fait, ce projet de constitution-là. Mais avec les peuples autochtones en particulier, ça doit, dès le départ, être co-construit. Et dans le respect des droits aussi qui existent déjà, des droits constitutionnels canadiens, de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. On ne peut pas revenir en arrière et nier les droits internationaux. Que vous savez, même dans le projet de constitution en ce moment, on nie même que les peuples autochtones sont des peuples. Bon, et questionner à ce sujet, le ministre, c'était très clair, là. C'est pas un oubli, il ne veut pas le reconnaître parce que c'est associé à une forme de reconnaissance juridique particulière. Donc ça, c'est de proposer un recul en arrière. Donc, c'est sûr que ça ne peut pas fonctionner, mais pour aller de l'avant, il faut se reconnaître en tant que peuple, se respecter de manière égalitaire en tant que peuple, déjà qu'ils respectent les gouvernements des nations autochtones, qu'ils rencontrent ces gouvernements de gouvernement à gouvernement, de peuple à peuple, pour construire une façon de cohabiter ensemble. Et ça, ça peut être la clé vers quelque chose de fédérateur. Et c'est possible. Ça se fait dans d'autres contextes. C'est pas une idée qui est... C'est la co-construction. Hein? Oui, on revient souvent à cette notion-là dans les relations autochtones-allochtones. C'est de co-construire. Donc Et ça se fait. Ça s'est fait dans d'autres contextes, en Colombie-Britannique, en Nouvelle-Zélande. Ça se fait de s'asseoir avec les nations, les peuples qui ont des droits relativement à un certain territoire et de co-construire ensemble une entente de gouvernance, par exemple. Et d'aucune manière, parfois il y a ce mythe, ça va affecter la prospérité ou quoi que ce soit. C'est l'inverse, on vit en paix. On vit en paix. Et là, tous les groupes sont dans la prospérité, ne sont plus dans l'investissement de ressources dans le conflit. Et donc, au contraire, ça amène tout le monde à être plus prospère. Oui.
Et Karine Miller, dans le cadre de vos recherches et de votre enseignement, vous travaillez notamment sur les questions de sécurisation culturelle, aussi la notion de racisme systémique. Concernant ce terme-là en particulier, racisme systémique, qu'est-ce que le fait qu'il ne soit pas reconnu par le gouvernement québécois actuellement a comme conséquence? Qu'est-ce que cette reconnaissance du racisme systémique par le gouvernement québécois viendrait changer concrètement pour les membres des premiers peuples? Oui, bien, déjà de manière plus générale, je dirais que moi, on devrait toujours s'inquiéter lorsque des politiciens ne reconnaissent pas des constats scientifiques, hein? Que ce soit la discrimination systémique ou autre chose. Parce que là, c'est un constat scientifique hautement documenté. Et d'un point de vue juridique aussi, c'est accepté, non seulement par les commissions d'enquête, par les tribunaux. Alors, c'est un fait que ça existe. C'est toujours dangereux quand on ne reconnaît pas des faits en politique. Bon. Ensuite, dans ce cas-ci en particulier, on ne peut pas répondre à un problème, régler un problème si on ne reconnaît pas qu'il existe. On n'a pas atteint encore complètement l'égalité pour les femmes, par exemple, dans notre société, mais si on n'avait pas un jour reconnu que le sexisme existe, on n'aurait jamais commencé à cheminer vers là. Si on avait dit, ben non, il n'y en a pas de problème, on n'aurait jamais eu des lois sur l'équité salariale, on n'aurait jamais adressé de manière spécifique le harcèlement envers les femmes, ce genre de choses-là. Alors, c'est la même chose. Là, ici, si on voit qu'il y a de la discrimination systémique envers des peuples autochtones, on doit le reconnaître. Par exemple, dans le milieu de la santé, on l'avait vu avec le décès notamment de Joyce Echaquan, le bureau du principe de Joyce qui enseigne et qui est là pour défendre le principe de Joyce, la discrimination systémique. Si on ne reconnaît pas qu'il y a des personnes qui subissent des erreurs de diagnostic en raison de la discrimination, qui peuvent aller jusqu'à en décéder. Si on ne reconnaît pas encore, on vient de mettre au jour là, la stérilisation forcée, des enfants qui sont disparus dans les hôpitaux. Si on ne reconnaît pas la gravité de ça, on ne sera pas en mesure d'avoir des changements réels qui vont régler le problème. Et ça aussi, c'est documenté dans la science, hein, que si vous faites une formation, par exemple, en sécurité culturelle avec du personnel médical, mais que vous ne nommez pas ces rapports-là de pouvoir qui sont présents, et que vous parlez juste un petit peu de façon cosmétique de « Ah, bon, les peuples autochtones sont différents », puis etc., ça peut pratiquement amener même à renforcer des préjugés, le fait de ne pas reconnaître la discrimination systémique, parce qu'on est juste un peu dans la sensibilisation. On dit l'autre est différent, il est comme ça, nous, on est comme ça, puis mon point de référence, ça reste toujours le point de référence blanc. Et là, on n'est pas dans le fait de reconstruire une relation avec des rapports de pouvoir égaux. On n'est pas dans l'humilité culturelle. On est exactement. Et ça aussi, ça a été mesuré scientifiquement que lorsqu'on ne le reconnaît pas, ces formations-là ne sont pas efficaces au niveau des professionnels de la santé, par exemple. Ils peuvent même renforcer les préjugés, voyez. Alors que lorsqu'on déconstruit le réel rapport de pouvoir, là, on est en mesure de réapprendre à avoir des relations respectueuses, égalitaires. Et là, on peut régler le problème. On dit souvent nommer les choses, c'est déjà un peu les changer. C'est par la prise de conscience que ça amène. Absolument. Puis si on y pense, dans l'histoire, il n'y a aucun enjeu majeur comme celui-là. Je parle de l'égalité avec les femmes, mais il n'y en a aucun. Il n'y a aucun problème qu'on a réglé sans le reconnaître d'abord. Là. Hein? Donc, c'est... voilà. Effectivement. Professeur Karine Miller, dans vos interventions, vous utilisez parfois la notion de justice réconciliatrice. Est-ce que vous pourriez définir cette notion-là pour nous? Oui, puis en fait, je l'ai même lu dans une décision assez récente de la Cour suprême du Canada, l'idée de la justice réconciliatrice, parce que déjà, on parlait beaucoup de réconciliation, mais là, on parle même de justice réconciliatrice. Alors, comment on peut arriver à la fois dans le droit, mais aussi même à l'extérieur du droit, dans le réaménagement des systèmes de pouvoir, de ressources, à ce qu'on rééquilibre justement ces rapports coloniaux qui étaient inégaux pour arriver avec une égalité, une équité qui est réelle. Et en contexte juridique, à plus proprement parler, on parle beaucoup donc d'une justice de réconcilier toute la souveraineté préexistante des peuples autochtones que nous reconnaissons, qui ne s'est jamais éteinte, avec, une souveraineté d'un État québécois, canadien qui a été imposée. Maintenant, il y a les deux. Comment on peut arriver à les ramener à un pied d'égalité, à les réconcilier, à ce qu'il y ait une justice entre les deux? Alors, c'est un beau projet. C'est ce que j'allais dire, vaste programme. Oui.
Professeur Karine Miller, comment est-ce que vous vivez le fait d'être autochtone en milieu universitaire? On l'a un peu touché, ce sujet-là, un peu plus tôt dans notre conversation, mais certaines personnes autochtones œuvrant dans le milieu académique vont témoigner que c'est quand même pas toujours facile d'assumer pleinement son identité autochtone en milieu universitaire et d'y œuvrer dans une perspective de décolonisation. Ça reste des grosses structures, les universités. Est-ce qu'il y a une véritable place qui est faite aux approches autochtones du savoir et de la transmission? C'est vrai que c'est une posture particulière et je reviens sur l'idée que c'est fondamentalement politique. À partir du moment où on se positionne comme ça ne devient pas personnel. C'est réellement un positionnement politique de tous les instants. Et on l'incarne, pas juste quand on enseigne, quand on fait de la recherche, mais dans toute réunion, dans tout comité. Ça devient une forme de responsabilité morale aussi qui doit être de lourd, pouvoir parfois. intervenir. Oui, mais ça vaut la peine. Mais c'est un peu comme si on incarnait... je ramène ça beaucoup à la défense de droit parce que c'est un peu mon cheminement de vie, de carrière, mais se mettre dans ce positionnement-là, c'est comme si on était un peu toujours dans cette défense de droit-là. On l'incarne. Et donc, les effets de la colonisation, ils sont là encore toujours un peu partout, dans plein de contextes. Hein? Donc, on va être la personne, effectivement, qui lève la main et qui dit « Ah, ben ça, vous savez, vous faites ça, puis ça pourrait avoir tel impact, ça serait mieux pas. » Alors, c'est un peu toujours comme une espèce de tâche en filigrane de plus qui est là partout, puis on est beaucoup, beaucoup sollicité pour ça aussi. Mais ça vaut la peine. Nous cheminons dans la bonne direction. Est-ce qu'il ne reste pas énormément de travail à faire? Oui. C'est un autre vaste programme. Oui, mais ça vaut la peine. Et surtout quand je reçois, par exemple, là, des témoignages comme ceux des étudiants qui me disent « ça me fait réaliser des choses que je n'avais jamais réalisées. C'est important pour nous. On est chanceux d'apprendre ça maintenant, puis pour le reste de notre carrière, OK, on est responsable de faire quelque chose. » Quand j'ai vraiment l'impression que là, la nouvelle génération de juristes, de personnes qui vont pratiquer, se disent « OK, je pense que j'ai compris quelque chose d'important, puis je pense que je pourrais, à petite échelle, être un acteur de changement. » Bien, ça encourage beaucoup. Ben oui, ça revient à la question de la justice sociale qui était là déjà chez vous très jeune. Ben, en créant ce cours, en étant très engagé, ben vous rendez possible un meilleur accès justement à cette justice sociale. Là. Donc, c'est vrai que ça doit être motivant. Vous participez à une transformation sociale. Là. Oui, puis j'ai confiance. J'ai confiance beaucoup aussi. Je vois les jeunes, ils sont allumés, ils sont ouverts. Il faut qu'on leur donne l'espace, la parole aussi, mais ils sont sensibles et je pense qu'ils veulent être vraiment dans un rapport beaucoup plus égalitaire. Et ils sont tellement étonnés de voir beaucoup d'exemples, par exemple, de discrimination ou d'approche coloniale, donc qu'on étudie ensemble. Et ça, à chaque fois, lorsque je vois ces réactions-là, je me dis, bien, on est dans la bonne direction. Oui, c'est drôle. Vous m'amenez vers ma dernière question, Karine Miller, en fait. Qu'est-ce qui vous donne aujourd'hui le plus d'espérance, malgré toutes les luttes qui restent à mener? Bien, il y a ça, il y a la jeunesse, la possibilité de changement, le fait que je crois que fondamentalement, de toute époque, il y a des moments tournants, il y a des périodes importantes où il y a des prises de conscience, où on chemine réellement vers l'amélioration des choses. Bon, on vit dans un contexte à la fois d'un point de vue local et international qui est difficile en ce moment pour la protection des droits humains et des droits collectifs aussi autochtones, c'est vrai. Mais ça redonne une motivation de plus, je pense, de lutter pour la justice, d'enseigner l'importance des droits humains et du fait que, on va pouvoir arriver aussi à surpasser certaines voix peut-être conservatrices qu'on entend en ce moment. Alors, ça, j'y crois beaucoup. Je crois à la force du collectif. Oui, alors, plus on est à être informé, je crois qu'on a plus de pouvoir qu'on le pense si on se met ensemble pour changer les choses. Donc, l'importance du commun, du tissu social. Oui. Professeur Karine Miller, Tiaweng Kiné, vraiment, pour votre accueil, pour le temps que vous nous avez accordé. C'était très éclairant, vraiment. Merci beaucoup, Tiaweng. Tiaweng, merci. Tiaweng, Oné. Tiaweng Kiné à la professeure Karine Miller de nous avoir présenté sa vision d'un droit réellement arrimé à des objectifs de justice et de réconciliation.
L'émission Confluent est portée par Mission Chez nous, organisme de solidarité chrétienne avec les premiers peuples. Pour en savoir plus, www.missioncheznous.com. À la semaine prochaine, Catherine. À la semaine prochaine, Mathieu. La production de cette émission est possible grâce au soutien financier des Oblates franciscaines de Saint-Joseph et de la Fondation Lucien Labelle.